Vous voyez très très nombreux et mes premiers mots sont pour vous remercier d'être aussi nombreux ce soir dans cette salle-ci et cela fait très chaud au cœur. J'en profite aussi pour vous souhaiter une très bonne année à ceux à qui nous ne l'aurions pas encore souhaité. Je remercie en tout premier lieu l'Université de Rouen-Normandie de nous accueillir ici même, à la maison de l'université. Dimanche dernier, 20 janvier, Mont-Saint-Aignan a fêté ses 200 ans. Parti d'une page blanche, il y a 2 ans, nous avons décidé, l'ensemble des élus, de célébrer ce bicentenaire en poussant d'abord la porte de l'histoire. J'ai constitué un groupe d'élus, ils sont ici présents, je les remercie très chaleureusement, Nicolas Calmar, Martine Geste, Alain Sarrazin, et un groupe constitué de professeurs de l'université, des historiens, Olivier Feiertag et Loïc Vadlorge, chargés de se pencher sur l'histoire de notre commune. Catherine Poirot-Bourdin s'est alors jointe au groupe de travail et s'est saisie de la recherche iconographique. Le groupe a bénéficié rapidement de l'aide de 2 étudiants, Tanguy Séverin et Warren Vaner, ainsi que de l'aide des services municipaux aux archives, Christelle Bergeron et également aussi Nicolas Van de Candelaer. Les résultats de ces recherches vont être déclinés sous 3 formes. Le cycle de conférences qui commence aujourd'hui et dont je remercie l'orateur, Jean-Pierre Chaline. Ensuite, un ouvrage qui paraîtra à l'automne aux éditions des Falaises. Et troisièmement, un site internet dédié. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vais dans quelques secondes passer la parole à Loïc Vadlorge, à qui nous devons énormément pour toute l'organisation de ce cycle. Et permettez que j'évoque le décès de François Gay, il y a 2 jours, je crois, avant-hier, qui, s'il avait pu, je pense, aurait été présent ce soir. Je passe la parole à Loïc Vadlorge. Merci Madame le maire. Oui, un mot quand même sur François Gay que beaucoup d'entre nous connaissions bien. C'est vrai que quand on a appris ça ce matin, ça fait un choc. Jean-Pierre Chaline y reviendra tout à l'heure. François Gay, c'était quand même un très grand universitaire, un très grand géographe, un fin connaisseur aussi de l'histoire de Mont-Saint-Aignan. Il nous avait indiqué en fait qu'il souhaitait participer à ce bicentenaire, aux conférences. On avait même prévu qu'il intervienne dans la prochaine conférence. Voilà, donc je vais prendre la parole pendant quelques minutes pour présenter ce cycle de conférences. Donc chaque conférence est indépendante, hein. Vous pouvez assister à une ou plusieurs conférences, mais on a quand même voulu monter un cycle et je voudrais vous expliquer en introduction comment est-ce qu'on a conçu ce cycle. Donc ça sera le premier point de mon introduction, hein. Quelle histoire on va essayer de faire avec vous autour de ce bicentenaire de Mont-Saint-Aignan. Dans un deuxième point, en guise aussi d'introduction générale, je voudrais qu'on revienne sur le 20 janvier 1819, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, pourquoi est-ce que ces 2 communes fusionnent. Donc j'y prendrai quelques minutes pour vous le présenter, puis ensuite je présenterai Jean-Pierre Chaline qui fera la conférence de ce soir sur le quartier Saint-André. Donc premier point, quelle histoire. Donc Catherine Favigny l'a dit en introduction, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet de conférence et de livre. L'histoire qu'on propose ici, c'est d'abord évidemment une histoire collective. On ne prétend pas commencer à raconter l'histoire de Mont-Saint-Aignan, d'autres l'ont fait avant nous. Il y a des livres qui existent sur l'histoire ancienne de Mont-Saint-Aignan depuis le 19e siècle. Plus récemment, il y a eu 3 ouvrages publiés depuis 1982 qui ont eu l'avantage en fait de pouvoir constituer déjà une très bonne base de données, d'images. On a quasiment publié aujourd'hui toutes les images de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle sur l'histoire de Mont-Saint-Aignan.
Le travail qu'on a conduit, c'est un travail collectif, donc qui a mobilisé d'abord les élus. Donc je redonne les noms, effectivement, c'était important, hein, Nicolas Calmar, Alain Sarrazin, Martine Geste, avec le soutien inconditionnel de Catherine Flavigny. L'administration municipale, les services municipaux, donc Christelle Bergeron au service des archives qui nous a ouvert une sorte de caverne d'Ali Baba. Hein. Les archives de Mont-Saint-Aignan ne sont pas vraiment connues des chercheurs. Olivier Feiertag me disait tout à l'heure en fait qu'il y avait aussi trouvé beaucoup de bonheur, il en parlera sûrement tout à l'heure. Nicolas Van de Candelaire qui a fait un très gros travail de numérisation des images que vous allez voir pendant ces conférences. Et Lisa Le Morvan du service de communication également. Côté chercheurs, on va revenir sur Catherine Boireau-Bourdin qui nous fait aussi un grand travail de synthèse de la bibliographie et puis ces étudiants de l'Université de Rouen qui sont mobilisés depuis 1 an, voire 2, donc Tanguy Séverin, Warren Vanner et puis aussi d'autres étudiants comme Steve Deboost ou comme Mathieu Colmar qui ont travaillé autour de ce travail de recherche sur l'histoire du bicentenaire. Et puis bien sûr les recherches personnelles qu'on a fait Olivier Feiertag et moi dans les archives de Mont-Saint-Aignan. L'histoire qu'on va proposer ici, c'est aussi une histoire de chercheurs. Nous allons entendre successivement, au cours des 3 ou 4 prochains mois, donc Jean-Pierre Chaline aujourd'hui, donc je reprendrai la parole le 28 février. Ensuite, on aura Alain Enoch, Olivier Feiertag et Pierre Albertini. Donc Pierre Albertini, c'est pas vraiment un chercheur, mais c'est un universitaire de formation, un juriste comme vous le savez. Et une histoire de Mont-Saint-Aignan vue d'un point de vue universitaire, il faut expliquer de quoi il s'agit. On n'a pas vocation à épuiser le sujet. On ne connaît pas tout de l'histoire de Mont-Saint-Aignan et on ne va pas chercher à être exhaustif. Mais comme chercheur, ce qui nous intéresse, c'est poser des questions. Poser des questions à l'histoire de la ville, des questions d'hier, des questions d'aujourd'hui. Et on a choisi 2 grilles de lecture pour vous présenter cette histoire de 200 ans de Mont-Saint-Aignan. La première grille de lecture, c'est l'histoire de la transformation urbaine. On a là une commune de banlieue qui a subi depuis le 19e siècle des transformations importantes qu'on va séquencer en 3 moments. La première séquence, c'est celle d'aujourd'hui autour du quartier Saint-André. La seconde, c'est celle de l'urbanisation du plateau qu'on verra fin février. Et puis la troisième, c'est celle de la finalisation finalement de l'urbanisation autour de la Vatine qu'abordera Pierre Albertini, que Olivier Feiertag et moi-même nous interrogerons lors de des derniers jeudis du bicentenaire. Mais il nous a semblé aussi que cette grille de lecture urbaine n'était pas forcément la seule possible et qu'il était intéressant d'utiliser également l'histoire des grandes institutions qui font aujourd'hui la reconnaissance de Mont-Saint-Aignan à l'échelle locale, régionale et même parfois nationale et internationale. La maternité du Belvédère, qui a été une très grande maternité, qui l'est toujours aujourd'hui, que nous présentera Alain Enoch, et puis l'université sur laquelle Olivier Feiertag a travaillé dans le cadre du 50e anniversaire de cette université. Donc 2 institutions qui seront la seconde grille de lecture qu'on va utiliser avec vous. L'histoire qu'on va faire avec vous, c'est aussi une histoire pour le temps présent. C'est une histoire pour le temps présent parce que, comme toute histoire, en fait, le passé a des résonances sur l'actualité. Les quartiers qu'on va vous présenter, c'est des quartiers qui continuent à se transformer. La ville n'est jamais achevée, ils se transforment sous l'effet de la pression foncière, des besoins de construction de nouveaux logements ou d'équipements, mais aussi des tensions qui sont liées à l'évolution des institutions universitaires ou de la maternité. Le rôle des historiens, ce n'est pas de se substituer aux acteurs sociaux ou politiques qui gèrent ou qui subissent ces transformations, mais l'histoire peut contribuer à éclairer les enjeux et les débats contemporains. Et c'est pour ça qu'en fait, on assume une dimension politique au sens noble du terme, de ce cycle de conférences. C'est enfin la raison pour laquelle ce cycle de conférences, on a voulu faire de l'histoire en public. Et on est ravis de voir que autant de personnes aient répondu à l'appel de la mairie de Mont-Saint-Aignan. Il est en effet important de pouvoir confronter ce que disent les chercheurs avec ce que savent les habitants et de confronter le savoir des habitants ou des usagers d'une ville avec ce que les chercheurs ont envie de dire. Alors cette pratique de l'histoire en public, elle est très connue à Rouen. Jean-Pierre Chaline, président des Amis des Monuments rouennais, la pratique depuis plusieurs années, j'ose pas dire depuis plusieurs décennies, mais c'est quelque chose qui est ancré à Rouen, ce fait que l'histoire entre en contact avec le public et que le public puisse intervenir. Donc chaque conférence durera environ 1 heure, 1 heure et quart, et on aura ensuite un moment assez long d'échange avec la salle en fonction de vos envies naturellement. Alors avant de laisser la parole à Jean-Pierre Chaline, revenons sur ce que je vais appeler un vrai faux événement. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 janvier 1819 pour qu'on décide de fusionner, assez brutalement il faut le dire, 2 communes, la commune de Saint-Aignan-les-Rouen et la commune du Mont-aux-Malades.
Donc, quand, pourquoi, comment, qu'est-ce que nous disent les archives par rapport à ça? Alors en fait, quand il faut remonter assez loin. Il faut remonter en fait, je vais passer sur un détail de ce superbe plan de 1745, pour vous dire qu'au passage, évidemment, que je n'ai pas de photographie à vous montrer pour ce qui s'est passé le 20 janvier 1819, parce que par définition, la photographie n'existait pas, et qu'on n'a pas non plus de documents iconographiques intéressants en dehors de l'ordonnance que vous montrera tout à l'heure Jean-Pierre Chaly. Alors il faut remonter un petit peu plus loin dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut remonter en fait à 1789. Le 14 décembre 1789, l'Assemblée constituante en fait vote une loi qui crée les communes actuelles. Il y en a 38 000 communes en France, 38 000 créées à cette époque-là, et ces communes suivent en fait le cadre des paroisses. Il y avait sur le territoire qui nous intéresse aujourd'hui 2 paroisses d'Ancien Régime assez dynamiques, environ 800 habitants en 1789. Donc vous les voyez, donc en haut de la carte, c'est-à-dire vers le sud, la commune du Mont-aux-Malades, et en bas de la carte, c'est-à-dire vers le nord, la commune de Saint-Aignan, avec une faute d'orthographe, vous le voyez par le cartographe. Ces communes, donc relativement petites, elles sont mal reliées, on le voit très bien sur cette magnifique carte, par des mauvais chemins. Et dès le départ, dès 1790-92, elles commencent à se quereller. Elles se querellent pour des questions d'entretien de voirie. Elles se querellent pour des haies qu'un propriétaire a mal placées, qu'il n'a pas accepté de déplacer. Et elles se querellent également sur la question de la prise en charge des pauvres de ces communes. Donc vous le savez sans doute, les pauvres de la commune à cette époque-là, on leur donnait le droit de pâture, ils avaient en fait accès à ce qu'on appelle des terrains communaux. Les terrains communaux se situent à l'emplacement des jardins ouvriers actuels et du golfe de Mont-Saint-Aignan. Donc querelle importante qui amène la tutelle départementale à commencer à s'interroger sur les fameuses limites. Il y a un premier arbitrage qui est donné en 1806. Ce premier arbitrage, il conduit à un échange de terrain entre Bois-Guillaume et le Mont-aux-Malades, qui fait passer une partie du quartier des Côtes, donc le haut de Saint-André, si vous voulez, dans le giron de la commune du Mont-aux-Malades. Évidemment, la commune de Saint-Aignan est furieuse et le dit et le fait savoir. Alors, qu'est-ce qui va précipiter la fusion? Ce qui précipite la fusion, c'est que la commune de Saint-Aignan-les-Rouen veut louer une partie de ses communaux, qui sont des terrains communs à Bois-Guillaume, au Mont-aux-Malades et à la commune de Saint-Aignan. Donc elle ne peut pas les louer sans l'autorisation des 2 autres communes qui, bien entendu, refusent. Donc on change de régime, on est à l'époque de Napoléon, on est à l'époque de l'Empire, et donc le préfet de la Seine-Inférieure décide de prendre les choses en main et propose en 1812 une première fois aux 2 communes de fusionner. La commune du Mont-aux-Malades y est plutôt favorable, d'autant que la fusion va se faire essentiellement à son bénéfice. Elle va se faire à son bénéfice pour 2 raisons. Première raison, parce que le bureau de perception se trouve au Mont-aux-Malades. Deuxième raison, parce que la paroisse de Saint-Aignan est désaffectée à cette époque-là et que les paroissiens de Saint-Aignan vont suivre l'office au Mont-aux-Malades. Donc la commune de Saint-Aignan refuse. On envoie un inspecteur qui sème l'émoi, nous disent les archives municipales. Et comme les choses ne s'arrangent pas, finalement, le ministère de l'Intérieur tranche en janvier 1819. J'ai parlé de vrais faux événements à propos de cette fusion du 20 janvier 1819 et je voudrais m'expliquer là-dessus. C'est un vrai événement politique. C'est un vrai événement politique parce que la commune de Saint-Aignan refuse la fusion. Elle la refuse, elle se réunit 20 jours après l'ordonnance, le 11 février 1819, et les registres de délibération, qui auraient dû être, en fait, puisque à l'époque les préfets contrôlaient les délibérations, auraient dû être invalidés, mais le préfet n'a pas fait son travail, et donc nous avons la chance de voir ce qui a été écrit, et je cite ce magnifique registre du 11 février 1819 à Saint-Aignan. Un tel ordre des choses est contraire au droit sacré de propriété auquel le roi lui-même ne peut porter atteinte. Donc une prise de position extrêmement forte pour l'époque, on est au tout début du régime de la Restauration, qui montre le rejet, quelque part, de la commune de Saint-Aignan. Et bravant l'ordonnance, la commune de Saint-Aignan se réunit une dernière fois le 28 février 1819, un mois après la fusion avec Saint-Aignan. La suite nous montre que jusqu'au milieu du XIXe siècle, les habitants de Saint-Aignan essayent d'obtenir le principe de disjonction communale, c'est-à-dire qu'on retourne à l'autonomie de la commune de Saint-Aignan. Un indice pour montrer que cette fusion de 1819 est un vrai faux événement, et plutôt donc un faux événement. La célèbre toile de Paul Huet, 1831, mais en fait peinte en 1829, nous montre une vue générale de Rouen, vous pouvez l'admirer au musée des Beaux-Arts de Rouen,
peinte depuis le Mont-aux-Malades. À la date où ça a été peint, on aurait dû titrer en fait ce tableau « Peinte depuis Mont-Saint-Aignan ». Et donc ça indique que le terme de Mont-Saint-Aignan n'est pas entré dans les mœurs dans ces années de la monarchie de Juillet, et à mon sens, il n'entrera pas dans les mœurs, dans le langage courant, avant la fin du XIXe siècle. Le vrai événement pour Mont-Saint-Aignan, c'est la création du quartier Saint-André, ce qui nous amène au dernier point de cette introduction, c'est-à-dire la présentation rapide de Jean-Pierre Chaline. Donc je suppose que dans cette salle, la plupart d'entre vous connaît Jean-Pierre Chaline, mais ça peut être quand même important de souligner quelques lignes de force de sa longue carrière d'historien. Sa thèse d'État, soutenue en 1979 à l'Université de Paris IV sous la direction de Louis Girard, était consacrée à la bourgeoisie rouennaise au XIXe siècle. Elle a été publiée en 1982 sous le titre « Les bourgeois de Rouen, une élite urbaine au XIXe siècle ». Ce travail, dès l'origine, est considéré comme un classique de l'histoire sociale et de l'histoire sociale des élites, qui était à l'époque beaucoup moins pratiquée que l'histoire sociale des classes ouvrières. Elle est aujourd'hui, 40 ans après, toujours citée et utilisée dans l'histoire de la bourgeoisie urbaine. Dans cette thèse, Jean-Pierre Chaline dépasse l'histoire quantitative qui était dominante dans l'historiographie de l'époque pour souligner l'importance des pratiques culturelles de la bourgeoisie rouennaise. Il ouvre ainsi la voie à l'histoire culturelle de la période contemporaine qu'il arpentera ensuite dans d'autres travaux classiques, comme son Histoire des sociétés savantes, publiée en 1995 et rééditée, et puis également ensuite son Histoire sur les dynasties normandes. Il a également travaillé sur les parlementaires normands. Donc il fait sa carrière d'abord à l'université de Rouen, puis ensuite à l'université de Paris IV. Il est aujourd'hui professeur émérite de cette université, Sorbonne Université. Le deuxième fait saillant de la carrière d'historien de Jean-Pierre Chaline, c'est que c'est un historien qui, dès le début, dès son arrivée à Rouen, s'est très fortement impliqué dans la vie culturelle rouennaise à travers de nombreuses sociétés savantes, les Amis des Monuments Rouennais, la Société de l'Histoire de Normandie, l'Académie de Rouen, qu'il a présidé à plusieurs reprises. C'est un choix de carrière qui n'était pas forcément évident à faire, mais qui a compté beaucoup et qui lui a permis en fait de développer une véritable expertise sur l'histoire de Rouen, de la Normandie, etc. Il dirige depuis de très nombreuses années la revue Études normandes, et c'est dans ce cadre qu'il a édité en 2010 un numéro spécial sur le quartier Saint-André. C'est l'image que vous avez en bas à droite de la diapositive, que nous avons composé ensemble à l'occasion du centenaire de l'école Berthelot, et qui comportait plusieurs articles inédits, un article sur les côtes de Bertrand Bélanger, un article sur le centenaire de Marie-Odile Baquet, qui est dans la salle, directrice de l'école, et puis un article sur l'église Saint-André de son épouse Nadine Josette Chaline, un article d'Astrid de Courtieu sur la construction du groupe scolaire Berthelot, et puis un article qu'il avait fait lui-même sur la formation du quartier au XIXe siècle, que je complétais ensuite par l'évolution du quartier dans l'entre-deux-guerres. C'est dire qu'il connaît très bien le sujet qu'il va aborder aujourd'hui, sous le titre qui prête évidemment à discussion, Saint-André, faubourg de Rouen ou quartier de Mont-Saint-Aignan. Et je lui laisse tout de suite la parole et la place en même temps pour les diapositives. Voilà, on échange de place. Merci, cher Loïc. Ça marche ? Oui. Merci, cher Loïc, pour ces propos tout à fait aimables. Vous avez oublié de dire que j'avais eu le plaisir de diriger votre propre thèse sur la vie culturelle rouennaise et d'être au départ d'une très belle carrière également, qui est en ce moment, qui fait de vous un professeur à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Madame le maire, mesdames et messieurs, donc nous allons entrer dans le début de ce cycle de conférences en parlant de Saint-André, ce qui peut paraître paradoxal puisque, comme vous allez le voir, c'est un élément tard venu dans cette commune. Mais d'un autre côté, c'était logique de commencer par là, car si nous regardons le paysage, Saint-André apparaît comme plus ancien que ce qui s'est développé sur le plateau à partir des années 1960-70. Mont-Saint-Aignan
dont on célèbre cette année le bicentenaire n'est pas seulement le fruit relativement banal, pourrait-on dire, d'une fusion administrative entre deux communes préexistantes, fusion consacrée. Alors on va voir si... Bon, c'est pas là que ça veut marcher. On va demander à notre ami Vadlorch. Je voudrais bien que ça tourne, mais ça ne veut pas. C'est comme tout à l'heure, ça bloque. On va le relancer. Oui, peut-être une fois qu'il marchera. Voilà. Merci. Ce n'est donc pas, comme je l'ai dit, l'exemple relativement banal d'une fusion administrative consacrée ici par l'ordonnance royale du 20 janvier 1819 vient de vous rappeler Loïc Vadlorch. Le document que vous voyez sur l'écran, il est toujours un petit peu difficile à lire, mais c'est l'acte fondateur de cette fusion communale où l'on déclare donc dans le langage de l'époque, Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, etc., cette nomenclature traditionnelle remise en état par le régime de la Restauration, et ça se termine en disant qu'il n'y aura plus désormais qu'un seul nom, Mont-Saint-Aignan. Donc fusion des deux communes dans un terme nouveau. Alors, c'est l'exemple plus rare, topographie aidant, non pas seulement d'un duo de communes, mais d'un trio, rassemblant sous le même nom trois entités nettement individualisées, au rebord du plateau, le Mont-aux-Malades. Alors, je vais voir si ça veut bien partir. Voilà, le Mont-aux-Malades, autour de l'église Saint-Thomas de Cantorbéry et de l'ancien prieuré que vous voyez à droite sur la photo, devenu petit séminaire, puis, après les lois laïques, hôpital, comme vous savez. Assez loin de là, séparé encore par toutes sortes d'espaces ruraux, l'ancienne commune de Saint-Aignan, que l'on continue, vous le remarquerez aujourd'hui, c'est quand même assez significatif, à appeler le village. Le village, ce qui n'est pas anormal, puisque si vous regardez le bâti ancien de cette ancienne commune de Saint-Aignan, il ressemble fort peu à quelque chose d'urbain, comme vous le voyez ici, à travers ces photos anciennes, le tout autour de l'église Saint-Aignan que vous retrouvez sur la photographie. Et en contrebas de ce duo primitif, eh bien, cette extension de fait de la grande cité voisine que va constituer le quartier Saint-André. Un trio, peut-être même faudrait-il parler d'un quatuor, avec les extensions ultérieures, avec l'ensemble universitaire et immobilier si différent du reste, apparu sur le plateau dans les années 1960-70. Autrement dit, Mont-Saint-Aignan est le type même de la commune polycentrique, dont la croissance progressive, rassemblant aujourd'hui ces divers éléments dans une continuité bâtie, n'en a pas pour autant effacé les traits particuliers. Cela est tout particulièrement vrai pour le quartier Saint-André, dont je vais essayer de vous présenter les caractères originaux. N'étant ni du Mont, ni de Saint-Aignan, ce quartier d'en bas, qui plus est de développement tardif, comme on va le voir, est à peine évoqué dans l'ouvrage de Philippe Deschamps et François Guay, Mont-Saint-Aignan, hier, aujourd'hui, paru en 1982. Je vous en ai reproduit ici la couverture et j'en profite pour y joindre la photo du regretté François Guay qui nous a quittés au début de cette semaine,
cette figure éminemment sympathique de l'université et des sociétés savantes rouennaises que beaucoup d'entre vous certainement connaissaient et qui était en même temps, il l'a été pendant plusieurs décennies, l'animateur et le directeur de la revue Études Normandes. Eh bien, dans ce livre ancien, avant tout sensible au patrimoine ancien et aux constructions nouvelles, universitaires ou autres, deux éléments dont Saint-André est précisément dépourvu, eh bien, on n'en parle presque pas de Saint-André. Le recueil de cartes postales de Claude Boudin et Patrice Macron, publié en 2011, dont nous aurons la possibilité de voir dans quelques instants quelques vues intéressantes datant de la Belle Époque, fait à Saint-André une place plus large, mais une place limitée par une source iconographique, la carte postale, qui privilégie simplement des vues de quelques rues ou de quelques édifices importants. La seule étude spécifique sur le quartier reste, Loïc Wadlorge y a fait allusion tout à l'heure, ce numéro 2 2010 de la revue Études Normandes, réalisé à l'initiative de Loïc Wadlorge précisément, comme on le disait tout à l'heure, mais malheureusement très vite épuisé, signe de son succès. J'en reprendrai ici les principaux apports, vu qu'avec mon épouse, j'y avais largement contribué à l'époque. Alors, partons, pour commencer, d'une constatation on ne peut plus évidente. Jusqu'au XVIIIe siècle au moins, époque où est dressée la carte dite de Cassini, dont vous avez ici un extrait, sur laquelle apparaissent, vous les apercevez, cités Le Mont-aux-Malades et Saint-Aignan, eh bien, vous constatez qu'il n'y a rien en contrebas entre ces deux paroisses à l'époque et la ville voisine. Mais il n'y a pas grand-chose de plus 50 ans plus tard, sur les plans du premier cadastre, qu'on appelle faussement cadastre napoléonien, parce qu'il a été en fait réalisé plutôt dans les années 1820. Voilà, sur ce cadastre, c'est le vide. C'est le vide. Rien qu'un espace rural avec de très rares maisons. Les seules rues indiquées sur ce plan, comme telles, qui s'appellent, alors je vais essayer de voir si avec ma petite flèche, je peux vous les montrer. Vous avez ici rue de la... pardon, excusez-moi, la rue Malatiré, la rue de Corderie, la rue de la Cavée Saint-Maur. Eh bien, ces rues ne sont que le prolongement de rues rouennaises, qui portent ce nom au titre de la ville de Rouen. Seules quelques sentes esquissent le tracé de futures rues comme la rue du Puy commun ou la rue de Tivoli. Donc un espace vide, un espace sans nom également, sans nom bien précis. Celui de Saint-André n'apparaissant évidemment que beaucoup plus tard, après la construction de l'église éponyme, achevée seulement en 1900. Ce nouveau nom de Saint-André figurera pour la première fois dans un document en 1908 dans une pétition signée, je cite, d'un certain nombre d'habitants du quartier Saint-André. C'est la première fois qu'on voit les gens se qualifier de cette façon. Une référence donc paroissiale, comme on parle rive gauche du faubourg Saint-Sever, et un nom qui va dès lors s'imposer, distinguant ce nouveau quartier, en bas de Mont-Saint-Aignan, le distinguant de ce qu'on appelle le faubourg Bouvreuil, faubourg rouennais, que vous voyez sur cette carte, qui date à peu près des années 1850. Le faubourg Bouvreuil, c'est donc l'extension de Rouen au-delà des boulevards, du côté du nord-nord-ouest. Mais vous voyez qu'entre ça et le Mont-aux-Malades, il n'y a vraiment pas grand-chose. Vous êtes à peu près au milieu du 19e siècle,
il y a quelques maisons qui sont peut-être des fermes, peut-être des maisons de résidence de secondaire, pourrait-on dire, mais surtout des terrains agricoles. Avant ce baptême tardif de Quartier-Saint-André, le Vallon, c'est ce qu'on appelle chez les géographes une vallée sèche, c'est-à-dire une vallée où il ne coule pas de rivière, mais où par contre, dans certaines circonstances d'orage, se déversent ce qu'on appelle des avalasses. Un nom qui restera celui d'une rue de Rouen, mais qui justifie que aujourd'hui, on ait éprouvé le besoin, c'est pas sur Mont-Saint-Aignan, c'est plutôt sur Bois-Guillaume, de ménager de grandes réserves d'eau pour le cas où ça se produirait encore, car c'est quelque chose d'absolument désastreux quand toute l'eau des plateaux se déverse à toute vitesse par ces vallées sèches et emporte tout, maisons et gens compris. Alors, donc, un vallon où se développera Saint-André, mais qui n'est désigné pendant très longtemps que par référence au hameau des Côtes. Mais le hameau des Côtes, il est sur le plateau, il est tout en haut. Autrement dit, le futur quartier Saint-André, c'est le long du chemin des Côtes. Voilà la seule dénomination que l'on ait. Un espace donc sans nom, mais, dirais-je aussi, sans limite précise. Sinon celle du relief qui l'encadre, comme la côte dite des Bulins, des pentes encore très rurales, nous le verrons tout à l'heure sur quelques cartes postales 1900, et des pentes en même temps très raides. Pensez qu'il y a à peu près 80 mètres de dénivellation au moins entre le fond du vallon et puis le rebord du plateau au Mont-aux-Malades. Des pentes encore très rurales qui ne seront occupées que très tardivement, bien après le chemin des Côtes et le fond du vallon. Et même parfois occupées très proche de nous. Pensez par exemple à l'extrémité nord du quartier Saint-André, à ce qu'on appelle aujourd'hui le parc Saint-James, qui a été construit il y a maintenant, 10 ou 15 ans au maximum. Les chiffres de population confirment ce retard et cet inachèvement. Dans une commune qui ne totalise au recensement de 1821 que 1617 habitants pour tout Mont-Saint-Aignan, les 2000 n'étant atteints qu'en 1836 et les 3000 dépassés seulement en 1881, le chiffre de 1911 étant de 4316 habitants, vous voyez qu'on reste dans des proportions très faibles, le secteur, car on appelle ça le secteur des Côtes, avec 83 maisons occupées par 255 personnes en 1851, vous voyez que ce n'est pas grand-chose, ne représente encore qu'un dixième de la population communale. Une proportion sans doute appelée à se renforcer avec l'urbanisation progressive du secteur, mais beaucoup moins rapidement qu'on pourrait le croire, en dépit d'un atout appréciable dont nous allons reparler tout à l'heure, celui d'échapper à l'octroi urbain dont les barrières se dressent à l'entrée de Rouen, frappant de taxes toutes les denrées agricoles ou les divers produits industriels, le bâtiment par exemple, qui entrent dans la ville. Alors, où allons-nous trouver un peu de documentation pour connaître ces débuts d'urbanisation de Saint-André? Ce n'est guère dans les archives communales, je dois l'avouer, qu'on trouvera le rythme et les modalités de cette croissance. Mont-Saint-Aignan reste, de ce point de vue-là, un simple gros village, avant tout soucieux dans ses délibérations municipales d'empierrer des chemins ou d'affermer des communaux. C'est seulement en 1886 qu'on voit apparaître une convention avec la Compagnie du gaz pour l'éclairage public,
Mais les recensements nominatifs sont lacunaires quant à leur conservation et se révèlent en plus peu utilisables, car ils regroupent les habitants par ordre alphabétique et non par rue. Alors, allez donc retrouver là-dedans ce qui concerne vraiment les rues du futur Saint-André, c'est impossible. Quant au cadastre, source essentielle, eh bien, aucun plan nouveau ne semble avoir été dressé, en tout cas je n'en ai pas retrouvé, entre celui de l'époque dite napoléonienne, vers 1820, et la seconde moitié du XXe siècle, dont je vous montrerai tout à l'heure quelques extraits. Alors, il faut recourir à des sources de remplacement, des actes notariés relatifs à des ventes de terrain, des plans d'architectes concernant quelques grandes demeures, 10 cartes postales anciennes, donc à partir des années 1900 à peu près, qui fixent l'image du quartier à cette époque. Soulignons aussi l'intérêt de l'annuaire de Rouen. L'annuaire de Rouen, dont les listes de principaux habitants dressées par rue incluent de façon significative, alors je vais essayer de vous le montrer, voilà la page de couverture de l'annuaire de Rouen, mais si vous regardez ici, par exemple, à Chemin des Côtes, vous voyez qu'il y a quelques noms au titre de Rouen, et puis ensuite quelques noms au titre de Mont-Saint-Aignan. C'est pareil pour la rue de la Corderie. C'est pareil pour la rue de la Corderie qui se trouve ici. Donc on ajoute aux noms des Rouennais les noms des habitants de ce futur faubourg Saint-André. Autrement dit, dans l'esprit des gens, à l'époque, c'est bien un faubourg de Rouen, un prolongement des faubourgs de Rouen et pas du tout un élément qui dépendrait vraiment de Mont-Saint-Aignan. Donc, sur la question que nous avons posée en titre, à l'époque, la réponse est nette. Une dernière source d'information, et non la moindre, vous allez le voir, est à chercher dans le bâti lui-même du quartier. Un bâti peu changé depuis sa construction, peu affecté ici par les destructions de la guerre. Une observation attentive des maisons, de leur style, de leurs matériaux, de leurs jardins, jointe à des informations sociales sur leurs occupants, apporte beaucoup sur une enquête de quartier. Alors, c'est seulement à la fin du Second Empire que ce vallon des Côtes amorce sa mutation avec un projet de promoteur un peu audacieux. La source nous avait été fournie par une documentation privée, car on n'en parle pas dans les archives communales. C'est le projet d'un sieur Piquerel, qui était le directeur pour la Seine inférieure d'une compagnie d'assurance nommée le Phénix, donc quelqu'un d'assez aisé, qui, ayant hérité de tout un ensemble de terrains, à peu près 4 hectares de labour, au bas de Mont-Saint-Aignan, eut l'idée de lotir tout cela et de faire construire, et naturellement de revendre ces terrains beaucoup plus cher qu'ils ne valaient au départ. Alors, c'est l'époque de la guerre de Crimée. La guerre de Crimée va donner à ce monsieur Piquerel l'idée de faire un quartier dont les rues honoreront les victoires de cette guerre du Second Empire, et vous imaginez que ça est censé faire plaisir aux autorités de l'époque. Donc c'est un projet à la fois de promoteur et de fin politicien, pourrait-on dire. Une telle initiative n'est pas la seule. À l'époque, un autre quartier, à Rouen cette fois, mais à la limite de Biorel, va être loti de la même façon, avec référence à un personnage qui devient très à la mode, à savoir Jeanne d'Arc. C'est le quartier Jeanne d'Arc qui se trouve au bout de la rue de Reims, avec des noms très caractéristiques comme Place Don-Rémy et rue de Vaucouleurs, etc. Ici donc, c'est la récente guerre de Crimée.
Alors, permettez-moi de sortir d'un manuel ce petit plan de la Crimée dont on parle beaucoup dans les journaux aujourd'hui, mais que l'on ne connaît pas bien. On a oublié cette guerre, c'est la première guerre que Napoléon III va engager en 1854. Elle va durer 1 an, une guerre particulièrement meurtrière. Imaginez que l'armée française a perdu près de 100 000 hommes dans cette guerre de Crimée, pour les 3/4 d'ailleurs par épidémie et pas dans les combats. Mais ce qu'on retiendra, bien sûr, ce sont les victoires, les succès. Alors, l'idée de M. Pickrell, eh bien, c'est de créer des rues qui vont reprendre certains de ceux que vous voyez sur la carte. Inkerman, Sébastopol, l'Alma qui est une petite rivière, et puis, bien sûr, la guerre elle-même, la Crimée. Le projet, établi le 2 juillet 1860, prévoit que le sieur Pickrell financera l'ouverture et le cailloutage de 3 voies, les rues de Crimée, alors on va les regarder sur la carte, ça sera mieux, les rues de Crimée. Alors, est-ce que j'ai dû faire une bêtise là. Je vais demander du secours à notre ami Vadlor. J'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Voilà, merci beaucoup. Non. Pourtant, c'est bien ça. Non, ça devrait être ça. Il y a une dissociation entre... Bon, excusez-moi pour cette maladresse, je vais essayer de ne pas recommencer. Alors, pendant qu'on est en train de chercher la carte, l'idée était que les acquéreurs payent l'achat des rues elles-mêmes. C'était conçu comme des rues privées et qui devaient même être barrées à l'extrémité et fermées le soir. Il y a dans Mont-Saint-Aignan, je remarque aujourd'hui, des rues comme ça qui sont barrées également. Eh bien, c'était l'idée initiale. Par la suite, bien sûr, elles seront normalisées. Est-ce qu'on va y arriver? Ah, je suis désolé. En fait, c'est quand vous utilisez le... J'ai appuyé sur le mauvais endroit. Le voilà revenu. Maintenant. Voilà, merci Loïc, bravo. Voilà, donc la rue de Crimée, la rue de Sébastopol et la rue de la Paix. La rue de la Paix pour évoquer la victoire obtenue par les Français et les Anglais contre les Russes, la paix du traité de Paris en 1856. 3 rues sur lesquelles les acheteurs devaient construire et enclore tout de suite de murs leur terrain. L'affaire semblait rentable car les lots ainsi viabilisés valaient 3 fois le prix initial qu'il avait été estimé. On manque malheureusement d'informations sur la suite de l'opération et si quelqu'un par hasard ici avait les archives qui suivraient ce dossier, ça serait bien précieux. En tout cas, ces rues seront complétées par d'autres, la rue d'Inkerman, un peu plus loin, et la rue de l'Alma, que vous avez ici, voilà, ici, et la rue d'Inkerman, là. Donc, tout ce terrain va se construire, mais n'imaginons pas cependant des constructions continues. Il s'agit essentiellement de grandes propriétés, comme celle-ci, dont vous apercevez la petite tourelle qu'on aperçoit de très loin quand on regarde le coteau, grande propriété avec de grands parcs autour. Une autre propriété intéressante, un peu plus loin, dans la rue de Crimée, c'est le numéro 6. Vous voyez écrit curieusement « Villa Livadia ». Alors là, ça veut dire qu'on est passé à un autre niveau. C'est plus la guerre de Crimée, c'est toujours la Crimée, mais Livadia, c'est la villa, plus exactement le palais, où Nicolas II
allait passer ses vacances à l'époque de l'alliance franco-russe. Donc on est passé dans un autre rapport, mais on reste toujours dans la relation avec la Russie. Un autre endroit curieux de ces constructions, alors ça se passe ici, c'est dans la rue de l'Alma, qui, vous allez le voir, fait un coude bizarre. Elle prend là, et hop, elle se part par ici. Ce que vous voyez au-dessus, la rue Mazerier, n'existe pas encore à l'époque. Elle sera lotie beaucoup plus tard avec, vous l'apercevez, des maisons serrées le long de la rue, beaucoup plus tardives. Ce dont je vous parle, c'est cet ensemble qui est ici. Eh bien, imaginez que c'était une ferme dont l'élément premier était celui-ci, prolongé un peu plus loin par toute une suite de bâtiments fort élevés qui, bien sûr, ont été par la suite reconvertis en habitation avec des fenêtres plus modernes, etc. Mais qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était des bergeries ou des étables, mais surtout des bergeries. Et l'une des preuves que l'on peut en donner, c'est qu'on a retrouvé dans ce bâtiment ce que vous apercevez à droite de la photo, ces gros ciseaux, ce qu'on appelle des forces, qui servent à tondre les moutons. Eh bien, ça vous dit que donc, tardivement encore, ce quartier était pastoral, avec des troupeaux qui paissaient sur les pentes restées encore en friche et pas encore construites. Un dernier aspect aussi de ces constructions, le long, à la limite en hauteur du quartier, le long de la route neuve, la future avenue Gallieni, on construit cette superbe maison que vous pouvez voir encore très bien quand vous passez avenue Gallieni, belle construction en briques et pierre dominant le vallon. Alors, à défaut, le plus souvent, d'une date inscrite sur la façade, ce qui arrive quand même quelquefois, vous voyez ici, Goupillière Entrepreneur, 1896, là, ça vous donne la date. Et en même temps, ça vous laisse entendre que ce n'est pas construit forcément par des grands architectes, mais par de simples entrepreneurs, donc ce ne sont pas des maisons forcément d'une qualité exceptionnelle. Mais c'est, vu l'usage, comme vous le voyez ici, très très dominant de la brique industrielle, la brique au charbon, et non pas la brique au charbon de bois du temps passé, eh bien, on peut approximativement dater ces constructions. Les années 1890, c'est le moment où Saint-André commence vraiment à se bâtir de façon plus massive. Bon nombre de maisons sont ainsi construites avec des éléments architecturaux qui essaient de les différencier. Sur celle-ci, vous voyez qu'il y a à la fois sur les lucarnes un effort pour donner un décor qui serait plutôt d'inspiration médiévale, mais en même temps, si vous regardez au rez-de-chaussée, avec ces arrondis, vous êtes déjà à la limite de ce qu'on appelle l'Art nouveau des années 1900. Cette maison-là se trouve tout près sur la place en face de l'église Saint-André. Alors, voilà un aspect de tout ce quartier. Quelques rues vont donner lieu à des constructions suivies le long de la rue. C'est le cas, par exemple, rue du Puy Commun, que vous voyez par ici. Quelquefois aussi le long de la rue actuelle Édouard Fortier, en arrivant vers l'église. Mais ce n'est pas le cas le plus courant. Alors, un exemple de ces constructions le long de la rue, au début de la rue Édouard Fortier, avec ses immeubles de belle tenue, avec un petit jardin derrière. Mais ce qui domine dans le quartier,
c'est la maison précédée d'un petit bout de jardin, comme vous le voyez ici, dans un autre morceau de la même rue Édouard Fortier, près du clocher que vous reconnaissez. Donc, quelques lotissements systématiques d'un plus vaste terrain où l'on a essayé de faire des ensembles, mais surtout des demeures individuelles au milieu de leur jardin. La Belle Époque se traduit, à défaut de vraies manifestations de l'esprit Art Nouveau, par un peu plus de fantaisie. Voilà une maison datée. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont retrouver leur maison, hein, bien sûr. Vous voyez nettement la date 1900 sur la petite plaque qui est au milieu. Mais vous voyez aussi un effort de variété dans la construction avec ces petites arcatures, par exemple. Vous allez trouver sur d'autres de ces maisons toute une variété de toitures assez extraordinaires, des tourelles, des avant-corps, sur l'image de droite, ce qu'on appelle des bow windows, c'est-à-dire d'inspiration britannique, des fenêtres en archère qui permettent d'avoir un éclairage multiplié par les ouvertures. Au lieu d'en avoir une, vous en avez 3. Et puis ça permet d'avoir au-dessus un petit balcon, comme vous le voyez ici. Autre exemple, on pourrait en donner bien d'autres, des toitures originales. En fait, le problème est le suivant. Vous avez une construction en briques. La brique, c'est pas très joli, la brique industrielle. Il faut trouver de la variété. Alors, elle sera soit dans des fantaisies, comme ici, fantaisies dans les toitures, des tourelles, des toits en fer de hache, imitant un petit peu celui de la tour Saint-Romain, par exemple. Voilà donc quelques exemples de ces maisons. Et puis alors aussi des demeures de prestige. Des demeures de prestige comme celle que vous avez ici, qui se trouve à l'angle de la rue Hénault et de la rue Loiselier. C'est ce qu'on appelle la villa Bel Horizon. Elle avait été bâtie pour un négociant Olivier, et sera reprise plus tard par l'armateur William Clamageran, qui vivra là jusqu'à peu près à l'époque de la guerre. Et alors, vous voyez à gauche, sur une photographie des années 1900, à quoi elle ressemblait, et vous voyez à droite comment elle se présente aujourd'hui. On a abattu un peu ces tourelles assez aventureuses que peut-être les intempéries avaient mis en péril. Et vous voyez, vous retrouvez quand même très bien les façades en dessous d'une toiture un petit peu assagie, si je puis dire. Un autre exemple de grande... alors, vous avez ici, justement, dans cette villa Bel Horizon, la contribution d'architectes renommés de la ville, qui ont laissé leur nom sur les piliers de l'entrée. Vous voyez à gauche Sahu et Boniface, architectes, et puis de l'autre côté, plus modestement, Le Sueur, entrepreneur. Mais c'est Le Sueur qui doit s'appeler Ernest. Vous savez peut-être qu'il a une rue dans Mont-Saint-Aignan, et je crois même que c'est là qu'habite mon ami Loïc Vadlorch. Donc ça vous dira un petit peu l'origine de cette rue. Un autre exemple, alors celle-là, vous me direz qu'elle vous est moins familière, évidemment, elle a disparu. C'était rue Édouard Fortier, à l'angle de la rue Gamelin, ce qu'on appelait le Château Saint, construit par une famille extrêmement riche. La famille Saint avait ses usines dans la Somme et avait eu l'initiative de découvrir un textile nouveau, le jute, qu'on importait de l'Inde et qui servait à fabriquer les sacs de charbon, les sacs de pommes de terre. Pendant un siècle, ça va être un élément de fortune considérable. Et une branche de la famille, Jules Saint,
avait sa maison à Mont-Saint-Aignan, une maison, vous le voyez, qui était qualifiée de château et qui a disparu. Je ne sais plus s'il y a eu un bombardement ou autre chose. En tout cas, elle a disparu, mais il en subsiste. Regardez bien, sur la photo de gauche, vous voyez la carte postale et le portail. Eh bien, il reste le portail que vous pouvez voir, donc, donnant sur la rue Édouard Fortier. Autre exemple de maison de luxe, à l'entrée de la rue Mazurier et à l'angle de la rue Édouard Fortier et la rue Mazurier, cette imposante demeure, évidemment œuvre d'architecte, construite pour le négociant Jules Roy. Et vous la voyez encore aujourd'hui, donc c'est une demeure tout à fait considérable et tout à fait remarquable. Une autre demeure, plus sobre peut-être d'apparence, toujours rue Édouard Fortier, c'est la maison, eh bien justement, du sénateur Édouard Fortier. Un sénateur républicain progressiste, comme on disait à l'époque, une façon de dire qu'il était plutôt à droite, c'était le langage de l'époque, mais qui laissera un bon souvenir et qui incitera à changer le nom du chemin des Côtes en sa faveur. Alors, ces exemples que je viens de vous montrer, spectaculaires, ces édifices de prestige ne sont pas les plus représentatifs d'un quartier encore inachevé dans les années 1900. Les cartes postales que j'ai prises dans le recueil que j'évoquais tout à l'heure montrent qu'il reste encore, dans les années 1900, extraordinairement de vide dans le quartier. Vous voyez, il y a des maisons le long des rues et puis des jardins, et sur les coteaux que vous apercevez dans le fond, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien que des routes qui semblent aller dans le vide au milieu des champs ou des pâturages. Autre exemple de carte postale, une vue dans l'autre direction. Vous apercevez dans le fond les hauteurs du Montfortin, elles aussi complètement désertes, avec seulement des champs et de la forêt. Mais même au premier plan, vous voyez que c'est de l'herbe. Donc seul le vallon, le fond du vallon, est construit dans ces années-là. Encore quelques photos pour montrer un petit peu cette allure. Une autre vue plongeante. Vous voyez, les maisons semblent encore un peu perdues au milieu des terrains agricoles. Et ça explique, sur l'autre photo à droite, ces promeneurs qui vont le dimanche peut-être faire leur petite marche dans ce secteur agréable où on est dans la pleine nature avec simplement quelques maisons déjà construites. Deux grands vides donc encore. Autre caractère, un quartier socialement moins huppé qu'on pourrait l'imaginer. C'est ce que montre une analyse de ses principaux habitants trouvés dans l'annuaire de Rouen pour 1913. Sur un total d'environ 230 noms représentant autant de ménages, comme on dit à l'époque dans les recensements, avec d'éventuels enfants ou domestiques, la catégorie la plus nombreuse, c'est celle des rentiers. C'est la moitié des habitants de Saint-André qu'on découvre ainsi oisifs, vivant de leurs revenus ou retraités. Donc des gens aisés, mais pas forcément des gens très fortunés. Parmi les actifs, de simples employés de commerce ou d'administration, quelques professions libérales, quelques magistrats, fonctionnaires, mais finalement très peu de grandes fortunes. Les négociants, les industriels, dont je vous ai montré les résidences somptueuses, font illusion. Ils ne sont ici qu'une poignée, à peu près 2%. Donc c'est un quartier aisé, mais plutôt un quartier de classe moyenne et de petite bourgeoisie plutôt que de grande fortune. Il y a encore dans ce quartier plein de boutiques ou de petits commerces. Rue de la Corderie, vous aviez un marchand de charbon et vous voyez les vendeuses là qui prennent la pause sur cette carte postale. Vous aviez
au coin de la rue Édouard Fortier et de la rue du Puy-Commun, un restaurant que vous apercevez ici, sur une autre carte postale. Et puis, dans la rue Édouard Fortier elle-même, il y avait plein de boutiques. Des boutiques dont certaines, il faut le dire, les plus anciens ici s'en rappellent certainement, n'ont disparu vraiment que dans les années 1980-90. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de commerce, mais il y en a eu pendant très longtemps, et ça vous montre que ce n'était donc pas uniquement un quartier résidentiel. Alors, en regroupant par couche sociale, ça vous donne à peu près un quart de simple classe moyenne, une bonne moitié de petits bourgeois, de petits rentiers, et seulement 20% d'éléments vraiment aisés relevant d'une bourgeoisie fortunée. Mais l'image qui va s'imposer avec certains auteurs comme Georges Dubosc, c'est celle d'un Auteuil-Passy en miniature, voire d'un Neuilly rouennais, ce qui est certainement abusif, même si, bien sûr, par rapport à l'ensemble de l'agglomération, c'est quand même un des quartiers les plus favorisés et les mieux construits. Si nous regardons un petit peu à travers ces cartes postales, eh bien, voici par exemple la rue Auguste Borgnet. Si vous regardez les maisons, et si vous regardez aussi les gens qui prennent la pause devant, comme toujours quand on fait des cartes postales, vous voyez que ce n'est pas des gens habillés d'une façon exceptionnelle. Ces dames qui sont sorties, c'est pas du tout la grande bourgeoisie, loin de là. Si vous regardez maintenant sur la rue Bazière, on est monté d'un cran, c'est plus bourgeois. Vous apercevez des hommes avec des chapeaux de forme. C'est un signe à l'époque de bourgeoisie. Et puis alors, si vous allez rue Édouard Fortier, vous voyez ces messieurs qui ont l'air de très haut niveau, qui ont bien voulu consentir à se laisser photographier à côté de leur belle maison. Mais c'est donc quelque chose de beaucoup plus mêlé qu'on ne pourrait le croire. Et même le long d'une rue, comme le chemin des Côtes, vous avez à la fois de très belles maisons, comme on l'a vu tout à l'heure, et des demeures tout à fait banales. En tout cas, ce quartier traduit l'aspiration de nombreux Rouennais à quitter un centre-ville tassé, malsain, malgré les travaux d'urbanisme qu'on a fait, au profit de coteaux agrestes où l'espace permet de bâtir à l'aise et de disposer de jardins. C'est surtout ça. Autrement dit, c'est bien un faubourg de Rouen dans l'esprit des Rouennais. C'est le prolongement de la rue Verte. Il y a de l'espace, on peut construire, c'est peut-être moins cher, donc on en profite. Ce n'est pas les gens de Mont-Saint-Aignan qui descendent habiter à Saint-André. Mais petit à petit, au fur et à mesure qu'ils deviennent nombreux, ces gens vont prendre conscience qui sont tout de même quelque chose d'autre que des Rouennais. Et c'est là qu'apparaît un élément intéressant, et l'indice me paraît être en 1896, lorsque la ville de Rouen émet le projet d'annexer le quartier Saint-André. Pourquoi pas? Si vous regardez Le Havre a annexé toutes ces communes périphériques sans problème. Rouen n'avait rien annexé, mais ils y ont quand même pensé en 1896. Or, la réaction des habitants, eh bien, va être tout à fait négative. Une pétition va être signée par les habitants dénonçant ce qu'ils appellent une spoliation, visant, je cite, à s'approprier nos quartiers aisés avec le rendement d'impôts, la création de rues, les services d'eau et de gaz dont ils sont dotés, et tout ça pour payer les droits d'octroi. Rouen, en effet, est entouré de barrières d'octroi. Il en reste encore au moins un indice. Il y en avait un deuxième, rue Édouard Fortier, puis il a été volé un jour. Regardez au moins celui-là, j'espère qu'il durera. Il est rue de l'Alma. C'est le dernier qui reste. C'était l'entrée de l'octroi de Rouen.
Donc, hors octroi, eh bien, la vie était moins chère, bien sûr. Et rue Saint-Maur, vous voyez nettement les barrières d'octroi avec à côté les gabelous qui percevaient des droits d'entrée sur les marchandises. Alors, les habitants du Saint-André refusent d'avoir ce risque d'être annexés dans une ville à octroi, et c'est le premier mouvement, si vous voulez, d'autonomie, et ils vont se sentir citoyens de Mont-Saint-Aignan et pas de Rouen à cause de l'octroi. Cette dominante sociale moyenne que j'ai évoquée va s'accentuer pendant l'entre-deux-guerres avec le peuplement progressif des pentes qui dominaient de chaque côté le vallon des côtes, et avec des opérations de lotissement visant une clientèle aux moyens plus limités. Vous voyez ici sur ce plan le projet de lotissement du quartier voisin de l'école Berthelot, dont on parlera tout à l'heure, un quartier qui à cette époque-là était encore vide. Vous aviez la campagne directement derrière l'école. Et vous voyez que l'on pense à faire des rues avec des petits lotissements, de petits lots qui ne permettent que de construire des petits pavillons sans prétention. C'est la même chose sur toutes les pentes qui dominent le quartier Saint-André. Ici, sur le plan du cadastre, vous voyez comment ces pentes vont être aujourd'hui. C'est le cadastre qui doit dater à peu près des années 1960. Comment ces pentes vont être peuplées. Mais vous voyez en même temps le dessin des rues. Ce sont des rues à lacets, ce sont presque des rues de montagne. Autrement dit, ce sont les reliefs qui petit à petit sont colonisés par la population avec des petites villas que l'on construit un petit peu partout, mais pas forcément sur des parcelles de grande dimension. Un exemple de ces constructions est fourni par cette proposition de maisons, je ne dirais pas bon marché, ce ne sont pas des HLM, loin de là, ce sont des propriétés individuelles, mais vous le voyez, des maisons à tempérament, payables de 10 à 20 ans. Donc l'apparition du crédit qui va permettre de construire des maisons comme celle-ci. Je crois qu'il y en a un certain nombre dans la rue Ernest Le Sueur et dans d'autres endroits de Mont-Saint-Aignan. Ce sont des maisons individuelles de bonne tenue, mais ce ne sont pas des maisons de grand prestige, si vous voulez. Les pièces sont petites. Il n'y a pas tous ces éléments de tape à l'œil que vous avez pu voir tout à l'heure sur la Villa Bel Horizon ou quelques autres. C'est plus simple. Alors c'est ce genre de choses qui vont désormais dominer dans la construction, permettant ainsi l'augmentation de la population. C'est alors, dans l'entre-deux-guerres, que l'on va rebaptiser un certain nombre de rues du quartier. Édouard Fortier, dont vous voyez la photographie à gauche, il meurt en 1915 et l'on va très vite songer à rebaptiser le chemin des Côtes rue Édouard Fortier. Alors ça va soulever tout un débat, y compris dans les milieux érudits comme Georges Dubosc ou des gens comme ça, qui vont se plaindre que l'on sacrifie ce nom traditionnel de chemin des Côtes qui était associé à leur promenade, etc. Et on va couper la poire en deux. Seul le début va être la rue Édouard Fortier et la suite continuera d'être le chemin des Côtes. Mais si vous regardez sur ce pilier de maison qui subsiste aujourd'hui, eh bien, il y a encore une villa des Côtes qui a gardé donc ce nom ancien. D'autres dénominations nouvelles apparaîtront liées à la guerre de 1914. La place, la route, ce qu'on appelait la route neuve devient en 1923 l'avenue Gallieni. La place du Parvis, construite en face l'église, devient en 1929 place du Maréchal Foch.
et l'ex-rue Coton devient rue Georges Clémenceau en 1931. La population du quartier, qui était inférieure à 600 habitants en 1880, passe à 1674 en 1921, plus de 3000 en 1962 et probablement dans les 4000 aujourd'hui. Deux édifices construits avant 1914 et toujours bien présents au cœur de ce quartier vont contribuer enfin à le personnaliser. C'est d'abord l'église, bâtie de 1895 à 1900. La population, vous l'avez vu, devenait importante, dans les 2000 habitants bientôt, dans l'entre-deux-guerres, mais cette population n'avait aucun lieu de culte et les gens qui voulaient aller à l'église n'avaient de choix qu'entre l'église Saint-Thomas de Cantorbéry, perchée tout là-haut, sans chemin bien commode, donc c'était impossible, ou alors les paroisses rouennaises les moins éloignées, Saint-Gervais ou Saint-Romain, mais qui étaient également pas tout près non plus. C'est pourquoi le curé du Mont-aux-Malades, qui était l'abbé Victor Morin, encore un nom de rue dont vous trouvez l'origine, l'abbé Victor Morin avait songé à construire ce qu'on appelait une chapelle de secours pour le Val-des-Côtes. Seulement, il est nommé curé de Saint-Gervais, et puis il est déjà assez vieux, il était né en 1820. Alors, ayant cette riche idée, mais n'étant pas en mesure de l'appliquer, il va déléguer son projet à son jeune vicaire, qui était de 40 ans plus jeune que lui, l'abbé Gustave Ponce. Tous deux sont réunis sur ce vitrail de l'église qui se trouve dans la chapelle des fonts baptismaux. Vous voyez à gauche l'abbé Morin et à droite l'abbé Ponce, qui va être en fait le véritable initiateur de cette construction. En tout cas, un autre élément qu'on vous incite à regarder, c'est d'une part la plaque à la mémoire de l'abbé Ponce qui se trouve dans l'église, et surtout ce que souvent les habitants ne savent pas reconnaître, c'est la tombe même de l'abbé Morin, qui obtient exceptionnellement le droit d'être inhumé devant l'église, juste à droite de la porte de l'église, comme vous le voyez ici. L'abbé Morin le méritait car il avait offert une somme d'argent importante pour acheter le terrain, et c'est lui qui choisit un architecte très réputé, Eugène Barthélemy, fils d'un autre architecte qui avait construit Notre-Dame de Bonsecours. C'est lui aussi qui va opter pour le patronage de Saint-André. Alors pourquoi Saint-André? Peut-être en souvenir de l'ancienne église rouennaise dont seule subsiste la tour au bas de la rue Jeanne d'Arc. En tout cas, une société civile immobilière est créée en 1894 qui va superviser les travaux et organiser des quêtes auprès des habitants pour les financer. La première pierre est posée en 1895, la première messe célébrée en 1897, mais dans une église encore limitée au chœur. On n'a pas encore construit la nef. Le chœur et le transept simplement. Le reste sera achevé en 1900 et béni le 5 août 1900 par le nouvel archevêque qui vient d'arriver, Monseigneur Fuset. Alors cette église, vous la connaissez tous, mais il n'est pas mauvais de la revisiter. C'est le style néo-gothique, bien sûr, avec un je ne sais quoi, je ne sais pas, j'ai toujours eu cette impression qu'il y avait un petit quelque chose de britannique dans son allure, mais c'est peut-être, je ne sais pas si c'est justifié. En tout cas, c'est un édifice en forme de croix latine à 3 vaisseaux, surmonté d'une flèche, inspiré, nous disent les architectes, du gothique du XIIIe siècle, et construit en pierre calcaire. Alors, vous avez donc ici la façade, le côté,
le chœur que vous voyez à l'arrière avec les chapelles qui l'entourent. À l'intérieur, vous voyez la qualité de la construction avec l'aile nord et le transept. Et puis sur la photo de droite, c'est l'arrière de l'église avec cette tribune surmontée d'une rosace, donc le style néo-gothique dans toute sa qualité. À l'intérieur, un décor considérable avec des statues comme celle de Saint-Louis que vous apercevez à gauche, et puis un nombre considérable de vitraux qui méritent l'intérêt. Des vitraux qui... Alors les statues sont l'œuvre d'un sculpteur renommé qui s'appelle Félix Bonnet, qui dirigeait toute une entreprise de statues. Les vitraux sont dus à Louis-Gustave Duhamel Marette, qui était un maître verrier d'Évreux très renommé et qui avait été utilisé pour de nombreuses églises de la ville de Rouen. Et ensuite, comme il était mort, son successeur, qui s'appelait Maurice Murer. L'un après l'autre vont offrir un programme iconographique tout à fait cohérent, choisi par les abbés Morin et Pons. Alors vous voyez à gauche un de ces vitraux qui vous représente, c'est au-dessus de l'entrée, un vitrail relativement petit, mais quand même intéressant. C'est le seul qui évoque le patron de l'Église, Saint André, dont vous reconnaissez la croix en forme particulièrement caractéristique. À droite, la signature de Duhamel Marette, peintre verrier, auteur donc de toutes ces verrières. Alors regardons un petit peu ce programme iconographique, choisi, je vous le disais, par les deux abbés. Il figure à la fois la vie du Christ, la vie de la Vierge. Alors vous avez ici donc cet ensemble dont je vous donne un détail. Vous apercevez ici la scène à gauche de l'Annonciation, à droite bien sûr la Nativité, et puis aussi toujours pour la Vierge un ensemble de décors symboliques évoquant les litanies de la Vierge, avec par exemple à gauche la rose mystique, à droite la demeure dorée. Ça fait partie des qualificatifs liés à la Vierge dans ces litanies. Vous avez aussi dans ce programme la représentation des prophètes de l'Ancien Testament. Et vous avez à gauche de la photo Isaïe et Ézéchiel. Mais on fait place également à des personnages plus récents. Le culte de Jeanne d'Arc est extrêmement développé à la fin du siècle et au début du XXe siècle, donne lieu aux vitraux que vous voyez à droite, avec Jeanne d'Arc à gauche lors du sacre du roi à Reims, et à gauche Jeanne d'Arc ayant une vision de l'archange Saint-Michel. Et puis alors des saints plus récents, on reconnaît à gauche Saint Vincent de Paul, et à droite, plus récent encore, l'abbé et le curé d'Ars. Donc deux personnes très vénérées dans le culte de l'époque. Donc un ensemble de verrières considérables, je ne vous en ai montré que quelques-uns, mais allez les voir, ils sont de qualité. Mais il n'y a pas que les verrières. Dans cette église, il y a aussi des mosaïques tout à fait intéressantes, avec des décors fleuraux à base de lys, comme vous le voyez à gauche, mais également à droite une représentation de ce qu'on appelle la Sainte Famille, qui est à mettre en comparaison avec celle qu'on trouve dans l'église Saint-Joseph à Rouen, tout au fond du chœur. Enfin, la guerre de 1914-18, avec ses lourdes pertes, incitera à Saint-André, comme dans la plupart des églises, à organiser une chapelle spéciale du souvenir de ces défunts. Vous la trouvez ici, en écho
au monument aux morts de Mont-Saint-Aignan, que vous voyez à droite dans sa version ancienne, qui était construit avenue Gallieni, dominant Saint-André, et qui aujourd'hui a été déménagé. Donc une église tout à fait intéressante, une vue de la nef et du chœur actuel qui vous montre que cette église a beaucoup changé au cours du XXe siècle, la réforme de Vatican II ayant fait disparaître la chaire, toutes sortes de boiseries, de stalles, tout ça a disparu complètement. Et la seule chose que l'on ait ajouté, c'est cette espèce de petit décor comme ceci, construit à l'époque de l'abbé Windsor, qui n'est peut-être pas, c'est du moins mon avis personnel, qui n'est peut-être pas la réussite la plus absolue du point de vue esthétique, mais enfin c'est un souvenir. Voilà pour ce qui concerne l'église. Un autre édifice, à peu près contemporain, va marquer lui aussi le quartier. Si l'église donne un nom au quartier Saint-André, qui n'en avait pas jusqu'ici, un autre édifice va marquer aussi l'histoire de ce quartier, c'est le groupe scolaire Marcelin Berthelot. Car de même que les fidèles n'avaient pas d'église sur place, les enfants n'avaient pas non plus d'école. Et on n'imaginait pas les gamins grimpant jusqu'au Mont-aux-Malades. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, on les accueillait dans les écoles rouennaises les moins éloignées, dans le quartier Saint-Gervais, ou alors dans les écoles confessionnelles. On n'était pas très loin, par exemple, excusez-moi, de Jean-Paul, enfin de ce qui est aujourd'hui Jean-Paul II, c'est-à-dire Jouin Lambert. Merci. J'avais un trou tout d'un coup de mémoire. Et on n'était pas très loin. Alors, un problème. Mais un problème qui se situe dans un contexte bien particulier. Car si l'Église a été construite sous le régime du Concordat, qui permettait d'obtenir quelques subventions publiques, d'avoir l'appui des autorités, etc., est arrivée entre-temps la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Et cette école, eh bien, elle va être un peu la fille de cet événement, dans la mesure où on va vouloir compenser le côté jugé clérical qu'était la construction de l'église qui avait donné son nom au quartier, par un élément plus laïque et plus dans l'esprit du temps. Comme l'écrit au préfet l'inspecteur d'académie en 1905, la date n'est pas au hasard, je cite, cette section importante est totalement dépourvue d'écoles et éloignée de 4 kilomètres des écoles du chef-lieu communal, avec lesquelles elle ne communique d'ailleurs que par des chemins montueux et difficiles. Alors, vu le problème, les enfants du quartier, donc, il faut faire quelque chose pour eux. Ajoutez à cela que les lois laïques du début des années 1900 ferment un certain nombre d'écoles libres. Autrement dit, tout ce monde-là se déverse dans des écoles laïques de la ville de Rouen qui proteste et qui n'a pas envie de dépenser de l'argent pour les enfants de Mont-Saint-Aignan. Donc il y a toute une querelle de finances communales. Quant au maire de Mont-Saint-Aignan, il avait entrepris de construire, d'agrandir les écoles sur sa commune, sur le plateau. Il n'avait pas envie non plus de dépenser de l'argent. Donc ça ne va pas avancer les choses et c'est seulement après de longues négociations que l'on va se décider, avec l'appui bien sûr des autorités, à construire cette école. On achète un terrain à la famille Michel, on demande un devis pour une double école, garçons et filles séparés, comme c'était l'usage à l'époque. Le devis montait à 65 000 francs. 65 000 francs or, c'était pas rien quand même. Malheureusement, on découvre que l'endroit prévu pour construire l'école est sur un sous-sol complètement instable et qu'il va falloir donc faire des fondations beaucoup plus solides.
donc des retards, un surcoût, etc. Le montant de l'opération va presque doubler, 103 000 francs, et finalement l'école ne sera achevée qu'en 1909. Restait à lui donner un nom. On va choisir quelque chose qui soit dans l'esprit de l'époque. On n'allait pas appeler ça École Saint-André, ça aurait fait confessionnel. Alors on va choisir un nom bien laïque, et même, disons-le, un peu anticlérical, celui de Marcellin Berthelot, un ancien ministre de l'Instruction publique, une figure éminemment républicaine et laïque, et en même temps un savant. Donc il était tout à fait dans l'esprit des autorités, qui font appel en même temps à un architecte qui lui aussi était, si je puis dire, du même bord, qui s'appelait Anatole Renoux. Autrement dit, face à l'église Saint-André construite 10 ans avant dans le cadre concordataire, l'école Berthelot va affirmer le laïcisme d'une France qui vient de proclamer en 1905 la séparation de l'église et de l'État. Une école de belle dimension. Regardez simplement que derrière l'école, on ne voit que des espaces verts, rien n'est construit encore en 1909. Une autre photo avec les petits élèves en blouse devant l'école avec leur instituteur. Eh bien, tout ceci, c'est le passé. Ces querelles aujourd'hui se sont heureusement estompées. Une petite école primaire religieuse s'est même implantée non loin de là, rue Hainaut, tandis que l'école Berthelot a fêté en 2009 son centenaire avec toutes sortes de manifestations dont Loïc Wadlor m'a parlé tout à l'heure et qui sont développées dans la revue Études normandes qu'il a citée. Elle fait aujourd'hui l'objet de travaux d'agrandissement qui sont en bonne voie, si j'en juge par ce que je viens de voir en passant devant tout à l'heure. Dernière construction, non moins symbolique dans le quartier, où l'on avait d'abord plus ou moins installé une mairie annexe en 1980, c'est le remplacement de l'ultime ferme du quartier, que peut-être certains d'entre vous ont connu. À la place de cette ferme et de ces terrains agricoles qui subsistaient encore dans le fond du Val, une maison des associations de belle dimension que vous voyez sur la photo ici. Pour le reste, eh bien, disons que Saint-André n'a guère changé en un siècle, à la différence du plateau qui s'est complètement métamorphosé avec ses grands immeubles, son université, etc. Quelques opérations. Alors, un aperçu, une vue depuis Rouen, avec, vous apercevez au fond la petite tourelle de cette maison construite rue de Crimée. Vous voyez ces petites maisons, la plupart anciennes, mais aussi quelques-unes que vous voyez au premier plan à gauche, plus modernes, tout ça dans un cadre qui reste bien rural. C'est seulement sur quelques parcelles de grande dimension que se sont élevés des immeubles comme celui que vous voyez ici, mais c'est relativement rare dans le quartier. S'impose surtout la pérennité d'habitations individuelles. Vu de haut, le vallon reste quelque chose d'exceptionnel par rapport au reste de Mont-Saint-Aignan, par rapport au reste aussi de la banlieue rouennaise, avec beaucoup de verdure, des maisons individuelles et un paysage finalement entouré d'espaces verts qui continue à faire le charme de ce quartier Saint-André, qui est désormais un quartier de Mont-Saint-Aignan, mais un quartier à part et qui plaît beaucoup aux Rouennais. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je sais pas si... il faut nous remercier Jean-Pierre Chely de la très belle conférence. On n'entend pas. Voilà. 5-4. Mesdames, Messieurs, chers amis de l'histoire, chers amis de l'université aussi et de Mont-Saint-Aignan,
Je voudrais d'abord qu'on remercie Jean-Pierre Chaline pour la très belle conférence qu'il nous a donnée, qui est aussi... qui est aussi, cher Jean-Pierre, une leçon de méthode. Rigueur des sources, rigueur de l'historien universitaire que vous êtes toujours, on sait qu'on reste bien au-delà de ses fonctions, mais en même temps, capacité à raconter des histoires, capacité à intéresser au-delà d'un public de savants et d'étudiants. Et je crois qu'en France, en tout cas, on aime l'histoire pour ça, pour sa rigueur, mais aussi par sa capacité à nous faire rêver. Et en écoutant cette conférence, parce qu'on peut maintenant poser des questions à notre orateur, je me demandais une chose, Jean-Pierre, peut-être que vous allez pouvoir répondre. Si Mont-Saint-Aignan, au-delà même de Saint-André, ne réalisait pas, vous savez, le rêve d'Alphonse Allais, qui disait l'idéal, ce serait de construire les villes à la campagne. Parce que fondamentalement, ma question c'est celle-ci. Est-ce que Mont-Saint-Aignan devient jamais une ville? Les chiffres que vous citez de population qui augmente sont certes au-delà des 2000 habitants qui sont en France à la limite fatidique pour devenir une ville. Mais on sait combien c'est très bas, ces 2000 habitants. La plupart des géographes, François Gay en était un, vous direz que la limite des 5000 habitants est plus révélatrice du passage de la campagne à la ville. Et il semblerait bien qu'à Saint-André, par exemple, on soit encore aujourd'hui en deçà des 5000 habitants. Donc je me demande dans quelle mesure, à Mont-Saint-Aignan, pour différentes raisons, on n'a pas tourné le dos, pas tant à Rouen, qu'à la ville industrielle, à la ville rouge aussi, à la ville qui peut faire peur. Il n'y a pas d'ouvriers à Mont-Saint-Aignan, par exemple. Ils sont dans les vallées du fond. Enfin, il y en a beaucoup moins, naturellement, que dans les vallées adjacentes. Et je me demande dans quelle mesure il n'y a pas ici un trait très français, pas forcément, vous le dites, des grands patrons, les Clamagevran ou autres, mais un trait très français de notre classe républicaine moyenne, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui finalement a peur de la ville et de l'industrie, et se trouve bien à la campagne. Une idée que je me fais moi-même quand je suis en été à l'université. Vous savez, maintenant, on laisse pousser, pour des raisons écologiques, dit-on, les pelouses. Et c'est des foins. Et ça nous ravit tous de retrouver là une sorte de morceau de campagne au cœur de la ville. Donc, question, Jean-Pierre Chaline, est-ce que Mont-Saint-Aignan n'est jamais devenu une ville au sens géographique du terme? Alors, c'est quand même une ville de à peu près 20 000 habitants aujourd'hui au total. Oui. Et je vous ai dit, je pense qu'il doit y en avoir à peu près 4 000, à peu près, pour le quartier Saint-André, mais les limites sont toujours un petit peu délicates à établir. Je pense que dans la plupart des villes, vous avez des quartiers plus résidentiels, disons. Alors, je vous ai dit, on ne peut pas parler d'un Neuilly rouennais, c'est un peu abusif, mais il y a un peu de ça quand même. Il y a quand même un besoin. En même temps, depuis la fin du XIXe siècle, à Rouen, qui était une ville industrielle extrêmement polluée, imaginez que rive gauche et même rive droite, en plein centre-ville, il y avait des cheminées qui crachaient une fumée invraisemblable, d'où cet encrassement de la ville que l'on a nettoyé seulement dans ces dernières décennies. Vers 1980, Rouen était une ville extrêmement sale, extrêmement noire, dont on a perdu le souvenir. Alors, ça incitait les gens qui en avaient les moyens à aller s'installer dans des faubourgs. Il y avait aussi Bois-Guillaume, Biorel, qui ont joué un peu ce rôle également. On n'allait pas encore à cette époque-là plus loin, parce qu'on n'avait pas encore les automobiles, ni d'ailleurs les problèmes de prix du gasoil, mais on se contentait, d'autant plus que le réseau de tramway permettait d'accéder à ces faubourgs. Autrement dit, on n'était pas complètement perdu. Mais il y a incontestablement un glissement notamment chez les plus riches, qui jadis habitaient plutôt dans le centre-ville et qui avaient repris souvent des hôtels particuliers, aristocratiques, de quitter tout ça pour aller s'installer avec le bon air, de la verdure. Et c'est le cas notamment de toutes ces familles nouvelles de la grande bourgeoisie, comme les Clamagevran, les Roy, les gens comme ça, qui peuvent avoir pour le même prix un grand terrain. Ils font construire quelque chose de moderne, et en s'adressant aux architectes les plus récents, les plus renommés, plutôt que d'habiter dans une ville sale, étroite et malsaine. C'est ça le grand problème, et à Rouen en particulier.
Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a de votre part, cher public, des questions, des remarques, des témoignages à part sur cette promenade dans le quartier Alors, il y a peut-être les gens qui vont reconnaître leur maison dans les photos que j'ai mises, évidemment, et qui peut-être ont des sources plus riches que les miennes pour savoir la date de construction et des renseignements de ce genre. C'est toujours précieux à obtenir. Moi, ce que j'en fais pour les datations, si vous voulez, c'est en fonction du type de construction, du type de décor, surtout. La base des matériaux, le silex et la brique. Oui, alors je n'ai pas parlé du silex, vous avez raison. J'ai entendu dire qu'il y avait des briqueteries sur place qu'on fabriquait Oui. dans le quartier. À quel endroit? Alors, sur le plateau, vous aviez de nombreuses briqueteries qui utilisaient donc les ressources du sous-sol, qui étaient plus ou moins argileux, qui permettaient de faire des briques. Quelquefois, les gens s'imaginent, en voyant d'anciens bâtiments industriels, que ça avait un lien avec le textile. Ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des briqueteries. C'était l'activité industrielle la plus courante sur le plateau, en milieu déjà rural. Il y en avait des quantités. Et la ville de Rouen, au XIXe siècle, s'est reconstruite pratiquement en briques. Et cette brique au charbon de terre, qui est rouge foncé, qui n'est pas très belle, et qui nécessite justement, si on veut avoir une jolie maison, tout un effort de décor, de fantaisie, qui n'est pas toujours facile à trouver. Sinon, ça ressemble exactement à une architecture de caserne ou de maison ouvrière, sinon. Autre question, remarque? Alors, vous parliez des silex, je n'ai pas parlé de silex, effectivement. L'association briques et silex va avoir un certain succès vers la fin du 19e et le début du 20e. C'était une façon de varier un peu l'apparence de la maison. Plutôt que d'avoir un tas de briques, eh bien, on pouvait faire des panneaux avec du silex, ou alors utiliser des briques de couleurs différentes, notamment des briques plus ou moins jaunes, qui permettaient, par exemple, d'encadrer des fenêtres, d'égayer un peu une façade. Peut-être quand même, si, pour rebondir sur la question d'Olivier, sur est-ce que finalement Mont-Saint-Aignan est jamais devenu une ville, et est-ce que le quartier Saint-André illustre pas cette tension entre la ville et la campagne? Moi, il me semble que si on veut trouver la ville à la campagne à Mont-Saint-Aignan, c'est pas dans le quartier Saint-André qu'on va la trouver, c'est plutôt dans le village. Donc dans le quartier du village, là, il y a cette tension qui est restée assez forte jusqu'à une date très récente, en fait, jusqu'à l'urbanisation de la Vatine. Et même, il y a certaines rues qui ont encore un tempérament rural dans le village. Alors qu'à Saint-André, quand même, depuis la fin du 19e siècle, par le biais de l'alignement d'un certain nombre de maisons de ville, finalement, on a quand même une ambiance urbaine qui va s'imposer. Donc, pas à l'époque du Second Empire, mais plutôt, effectivement, à la Belle Époque. Et donc, du coup, c'est quand même un peu différent, en fait. Saint-André est quand même un quartier à part du point de vue de la morphologie urbaine par rapport à d'autres espaces de Mont-Saint-Aignan. C'est pas un hasard si on continue de parler du village, quand même. Il y a encore un côté village, et on peut même dire que les constructions très récentes dans le quartier de la Vatine, avec des petits pavillons au milieu de jardins, restent dans cette ambiance de ville à la campagne, hein. Beaucoup plus encore que ce qu'on a à Saint-André. Oui, tout à fait. Oui. C'est un quartier qui a une particularité par rapport à d'autres de Mont-Saint-Aignan, c'est le seul dont on puisse aller vers Rouen sans être obligé de prendre un moyen de transport. Oui. Non, bien sûr, il n'y a pas grande différence entre le quartier Saint-André et le faubourg Bouvreuil à côté ou le faubourg Saint-Gervais. C'est en continuité. Mais du point de vue pratique, c'est évident. S'il n'y avait pas eu cette histoire d'octroi dont je vous ai parlé à la fin du XIXe siècle, la logique aurait été d'annexer ça à la ville de Rouen. C'était le prolongement naturel. Mais ces considérations financières peut-être un peu mesquines ont fait échouer le projet. Alors moi,
la gare SNCF, le début des trains, et puis le développement de ce quartier, qui était justement aussi à côté de la gare. Oui, alors on peut aller à pied à la gare sans difficulté, bien sûr. C'est quelque chose d'extrêmement appréciable et les gens comme moi qui travaillent à Paris en savent quelque chose. Oui, mais en même temps, la gare de la Rive Droite, qui est une gare tardive dans l'histoire des gares rouennaises, elle est construite bien après que le quartier Saint-André est décollé. Elle est inaugurée vraiment plutôt au début des années 1920. Donc, En 28, je crois. on est déjà en fait la gare de la rue Verte, oui. Ah oui, mais il y avait déjà une gare avant qui était dès 1840. En 1843, la gare est sur la rive gauche. Mais très très vite, quand on a construit le prolongement de la ligne jusqu'au Havre, on a construit la gare de la rue Verte. Autrement dit, en 1846, vous avez déjà quelque chose à l'emplacement de la gare actuelle de la rue Verte, même si c'est encore quelque chose d'assez modeste et pas le bâtiment que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Moi, j'avais une question sur l'octroi aussi, parce que ce qu'on dit souvent par rapport aux barrières d'octroi, c'est que de l'autre côté de l'octroi, on installe des débits de boissons. Parce que le vin est évidemment moins cher, il est moins taxé, et que donc ça crée une activité particulière. Donc c'est très connu par exemple à Paris. Et là, c'est vrai que en dehors du restaurant que vous avez mentionné, on a l'impression qu'il n'y a pas de traces de café, de bar dans le quartier Saint-André. Est-ce que... Si ? Il y en avait quelques... Oui. Réponse dans la salle. Des guinguettes rue de Rivoli. Ouais. Tivoli. Oui, il y en avait quelques-uns. Mais alors surtout, si vous voulez, l'habitude des Rouennais, une fois qu'ils étaient sortis au-delà des boulevards, c'était déjà pour eux un petit peu la campagne. On allait se promener là, mais on allait un peu plus loin. Et les petits cafés, les petits bistrots, ils se trouvaient plutôt au bout de la promenade, c'est-à-dire on montait jusqu'au plateau, vers ces endroits qu'on appelle le Grenadier, la Bretèque, etc. Et là, vous aviez des quantités de petites boutiques où l'on pouvait boire du vin, du lait, je ne sais quoi. Et ça faisait partie des habitudes des promenades du dimanche, si vous voulez, pour les Rouennais pendant très longtemps. Oui, encore une question, une curiosité. On s'interroge dans le quartier, pourquoi cette appellation, le puits commun? Et on a essayé de faire une enquête auprès des riverains, de savoir s'ils avaient eu la connaissance qu'il y avait un puits où on allait chercher de l'eau, par définition. Voilà. Est-ce que vous avez eu connaissance de ça? Parce qu'on n'a pas du tout réussi à trouver de documents. Non, je ne sais pas non plus. Dans la mesure où il y avait aussi les petits cafés et les guinguettes dans ce coin-là, on pouvait penser qu'il y avait de l'eau, justement, qui aidait au service et à l'accueil d'une clientèle. Non, vous ne savez pas? Non, c'est une question qu'on s'était posée au moment du centenaire de l'école Berthelot. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, le réseau d'adduction d'eau du quartier Saint-André est quand même un réseau qui arrive assez tardivement. Et ce qui arrive encore plus tardivement après, c'est le réseau d'assainissement, qui arrive en fait pour certaines rues simplement au milieu du XXe siècle. Mais c'est vrai que sur cette question de l'appellation de la rue du Puits commun, on n'a pas trouvé non plus dans les archives pour l'instant d'origine en fait. Non. Alors moi j'avais aussi une autre question, excusez-moi de reprendre la parole, sur la question des deux cultures. C'est vrai qu'aux alentours de 1900 avec l'Église et de 1909 avec la création de l'école Berthelot, on a l'impression qu'il y a deux cultures qui s'affrontent un petit peu dans le quartier Saint-André. Une culture catholique qui, je pense, reste assez présente dans ce quartier-là. Il suffit de voir la fréquentation de l'église. Et puis une culture plutôt laïque. Alors vous avez dit que cette culture-là, en fait, s'était atténuée au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'elle vous paraît quand même malgré tout être une culture... est-ce que ça signifie toujours quelque chose, ces deux cultures, ou pas? Je pense qu'aujourd'hui, l'école de la rue Hainaut a beaucoup de succès, incontestablement. Donc ça fait partie des choix des gens, puisqu'ils ont le choix entre deux écoles. Mais à l'époque où on construit l'école Berthelot, il y a une volonté évidente d'avoir un monument qui soit un petit peu le pendant de l'église, si vous voulez. Ça correspond à la mentalité des gens de l'époque. Et alors les gens comme Édouard Fortier, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle des républicains progressistes, c'est-à-dire très modérés.
mais qui sont quand même attachés à la laïcité et qui, même s'ils n'ont pas voté la loi de 1905, il faut savoir que les Normands n'ont pas voté la loi de 1905 sur la séparation, mais ils sont quand même pas très éloignés donc de cette image républicaine laïque qui était à la mode à l'époque. Et ils ont donc été contents qu'on construise cette école. Et à l'époque, je ne pense pas qu'il y ait eu d'école confessionnelle à ce moment-là. Non, je crois pas. Je ne pense pas. Donc c'était la seule école du quartier. L'école Saint-André date de 1914. Oui, 1914. Donc elle est assez proche, oui. Oui. Et au niveau de l'urbanisation dans le quartier, je trouve qu'il y a beaucoup de maisons qui se construisent à tout va. Où est-ce qu'on va s'arrêter? Donc, Je n'ai pas bien compris la question. c'est la question de la densification actuelle. Oui. Enfin, on construit. Je pense quand même que la densité du quartier Saint-André est quand même encore très supportable par rapport à d'autres quartiers. Et quand je pense que dans la ville de Rouen, dès qu'il y a la moindre parcelle, comme par exemple le bout de terrain qui est à côté de l'église Saint-Romain, on veut absolument construire un immeuble, on n'est pas à ce point-là à Mont-Saint-Aignan et à Saint-André en particulier. Vous avez encore la chance d'avoir beaucoup d'espace, beaucoup de verdure, et c'est quand même, à mon avis, l'attrait principal de ce quartier Saint-André. Alors, c'est vrai que sur cette question-là, c'est une question qu'évidemment on attendait un petit peu, parce que c'est vrai que depuis le début du XXIe siècle, Saint-André est entré dans un processus que connaissent la plupart des métropoles françaises. C'est un processus de densification des quartiers suburbains, en raison de la pression foncière, tout simplement, qui amène à la division de parcelles, qui amène à la création d'extensions, et qui amène aussi au fait que certaines parcelles sur lesquelles vous avez des maisons sont rachetées par des promoteurs pour mettre en fait des immeubles, quoi. Donc c'est pas propre au quartier Saint-André, c'est pas propre à Mont-Saint-Aignan, c'est un phénomène global. Mais c'est vrai que le quartier Saint-André a fait l'objet au début des années 2000 d'une étude de la part de la DDE, parce qu'en fait on considérait que ça pouvait être un exemple dans la métropole rouennaise d'un phénomène que les urbanistes appellent BIMBY, c'est-à-dire Build in my backyard, le phénomène de densification en fait du bâti, quoi. Donc voilà, ça c'est sûr que là il y a un processus de transformation actuellement de ce quartier-là. Il n'y a pas que ce quartier-là qui se transforme à Mont-Saint-Aignan, c'est aussi le cas du village, c'est aussi le cas du plateau. Et il faut situer ça dans une pression globale sur la plupart des agglomérations. Et du coup, la ville triomphe sur la campagne qui recule. On en est encore loin, je pense, à On a Saint-André. quelques siècles encore. Si vous regardez le nombre de blocs d'immeubles neufs, il y en a un qui s'est construit, je ne sais plus exactement le nom de la rue, Oui. mais pas très loin de Saint-André récemment. Depuis un an, il y a visiblement un parc qui a été lotié. On a construit des petits immeubles à toit en terrasse. Vous voyez sans doute ce que je veux dire. Je ne me souviens plus du nom de la rue. Et il y a celui que je vous ai montré tout à l'heure qui est plus ancien, vers la rue Hainaut. Mais quand on regarde le paysage, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à d'autres villes ou d'autres communes où dès qu'il y a un espace disponible, on construit en hauteur et on densifie massivement. Ouais. Donc c'est effectivement un débat qu'on avait eu avec Jean-Pierre Chaline avant la conférence, ce problème de la densification actuelle du quartier Saint-André. Tout à l'heure, vous vous rappelez peut-être, il a projeté une photo aérienne du quartier Saint-André où on voyait la gare. Et c'est vrai que sur la photo aérienne, en fait, la démonstration qu'il a faite tient la route. C'est-à-dire que globalement, il reste encore un certain nombre d'espaces non bâtis à Saint-André. Si vous comparez par exemple ce type de banlieue avec ce qu'on trouve en région parisienne, on est dans une échelle complètement différente. En région parisienne, là, la pression foncière amène à faire à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que les parcelles sont divisées à la limite du supportable et on est encore effectivement, je pense, loin de ça sur le quartier Saint-André, même si effectivement il y a des modifications assez récentes en face de la maison des associations. L'ensemble immobilier que vous évoquez, il est rue Borgnier, en fait, aujourd'hui. Oui, ça doit être rue Borgnier, c'est ça, oui. Effectivement, ça frappe, mais quand on prend une photo aérienne, en fait,
la densification n'est pas si importante que ça. Une question Sur la photo qui est encore derrière moi, là, vous voyez bien que les immeubles, les grands immeubles, ne dominent pas le paysage. On ne voit même peut-être pas un seul sur cette photographie. Il y a une question de Madame le maire. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais je vois que s'ouvre évidemment un très vaste sujet. Et je ne peux pas rester insensible à ce sujet-là. Et nous sommes les élus aujourd'hui très attachés à ce que l'on maintienne des traces du passé et de l'histoire, bien sûr, dans chacun de nos quartiers, puisqu'il s'agit de défendre une identité. Et nous sommes en train, dans le travail qui se fait autour du PLUI, dont vous avez dû entendre parler, le plan local de l'urbanisme intercommunal. Vous savez que l'urbanisme échappe aujourd'hui au maire, mais ça nécessiterait une grande conférence pour que je vous explique aussi tout ça. Mais il faut déjà comprendre que, à travers le travail que nous faisons avec la métropole aujourd'hui, à travers ce PLUI, justement, eh bien, nous essayons de conserver des traces, justement, importantes de l'histoire, du bâti, dans chacun de nos quartiers, pour que chacun de nos quartiers conserve une identité. C'est un travail extrêmement important, à mon sens. Sachez qu'on y veille. Voilà. Chers amis, mesdames, messieurs, il est 20h, donc cette conférence s'achève. Mais prochain épisode, le 28 février, avec Loïc Vadlorge, c'est la suite de l'histoire. Merci à tous.